Bonjour à tous, bon début de semaine. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'Entre-deux, la fiscalité, qui s'invite aujourd'hui sur notre plateau. Pourquoi payons-nous l'impôt? C'est la question du jour. Nous aborderons le sujet avec Steve Marion Alili, inspecteur central des impôts. Le débat qui s'ouvre sur le plateau de l'Entre-deux. Pourquoi payons-nous l'impôt? Gérard Mindou a déjà tendu le micro de l'Entre-deux pour recueillir quelques avis. Regardez. Il est très nécessaire de payer l'impôt parce que bon, l'État, au départ, se nourrit à travers ces entrées-là. Donc, du coup, à un moment donné, on a pour habitude de dire c'est l'argent du contribuable, ça passe de machin, tout ça. Bon, en fait, c'est un peu cet ensemble d'entrées qui augmente les caisses de l'État. Donc, pour ne pas faire dans le noir, du coup, il est très important de payer l'impôt. Chaque citoyen doit payer les impôts. Et puis, c'est pour contribuer aussi au développement du pays. Je travaille là-dedans, la société aussi me coupe les impôts. Et puis, je contribue aussi pour comment pourrais-je dire, pour les familles démunies. Le citoyen doit payer ses impôts. Dans la maison, il participe aussi à ses devoirs en tant que citoyen. On aimerait savoir au sujet de l'impôt, qui paye l'impôt et comment on calcule l'impôt et comment le citoyen lambda fait-il pour avoir des informations au sujet de l'impôt. Et c'est ça ma question. Bon, ça, je ne sais pas où on paye l'impôt et puis je ne sais pas comment ça se passe. Là, nous avons recueilli quelques avis d'inconditionnels de l'entre-deux. La question est donc posée plutôt. Pourquoi payons-nous l'impôt? Et justement, nous avons avec nous un professionnel en la matière, Steve Marion Alili. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes fiscaliste, juriste d'affaires, mais aussi et surtout inspecteur central des impôts, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Alors, vous nous direz tout aujourd'hui sur la question. Lorsqu'il est question d'impôt, on parle de fiscalité. Dites-nous d'entrée de jeu ce que l'on entend par fiscalité. La fiscalité, en termes simples, c'est simplement l'ensemble des impositions qui sont mises à la charge des contribuables, à savoir l'ensemble des impôts qui pèsent sur les personnes physiques et morales considérées comme étant ce qu'il a contribué au budget de l'État. Alors, dites-nous ce qu'est l'impôt. L'impôt, également, c'est une prestation, en termes techniques, avant d'expliquer de façon plus simple. C'est une prestation pécuniaire qui est requise des particuliers ou des personnes morales, que ce soit des personnes morales de droit privé ou de droit public, par voie d'autorité, sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques et à des fins d'intervention de la puissance publique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela en français facile? En français facile, ça veut simplement dire que l'impôt a plusieurs caractéristiques. À travers cette définition, il y a d'abord le premier élément qui est la prestation pécuniaire. D'accord. Ça veut dire que l'impôt se paye en argent. Avant, dans l'époque ancienne, l'impôt pouvait se payer par nature. D'accord. Prestation pécuniaire parce que, pour rappeler que tous les impôts se paient désormais en argent. L'autre caractéristique, c'est que c'est reparti équitablement entre les citoyens. Autrement dit, que chacun contribue à l'impôt en fonction de ses facultés contributives. D'accord, il n'y a pas de poids de mesure. Voilà, autrement dit, on tient compte notamment du revenu de chacun. Voilà l'intérêt de la contribution équitable à la charge fiscale. Alors, à quoi servent tous ces prélèvements? Ces prélèvements, en réalité, ont fondamentalement trois missions. D'accord. La première mission, c'est la mission classique, qui est de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, afin de permettre à l'État d'assumer ses charges régaliennes, les charges de santé, de construire d'infrastructures collectives, de diplomatie, ainsi de suite. L'impôt a également un rôle économique. À travers l'impôt, l'État peut agir sur sa politique économique. D'accord. En encourageant tel secteur d'activité, par exemple, par une fiscalité attractive, ou en décourageant certaines activités par une fiscalité plus accrue. D'accord. L'impôt également peut servir sur le plan, sur le plan social. À savoir qu'à travers l'impôt, cela peut permettre de réduire les inégalités. D'accord. Cela peut permettre de détourner les citoyens vers des occupations malsaines, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan physique. Je prendrai un exemple simple. Pour ce qui est par exemple de la consommation du tabac ou de l'alcool, l'impôt peut agir en décourageant en ce que
en D'accord. prévoyant un taux d'imposition plus élevé, D'accord. cela va indirectement décourager. Prendre un La exemple conséquence, basique. ce serait que le prix serait élevé. Le prix serait élevé, donc quelqu'un qui prendrait par exemple, si une bière coûte 500 francs et qu'il a 1000 francs, il en prendrait 2. Si les impôts mis sur cette bière, notamment les droits d'accise, permettent à ce que la bière soit 700 francs, à l'évidence, avec 1000 francs, on n'en prendra qu'une. Vous voyez le rôle de l'impôt. Mais il y a également un rôle majeur, il y a une répercussion directe. C'est que l'impôt, dans le volet de la santé, on peut le voir à travers notamment le financement de la CNAMGES, à travers le fonds des Gabonais économiquement faibles. Ces Gabonais économiquement faibles, donc pour rappeler aux téléspectateurs, le principe c'est lequel? C'est que dans une assurance maladie obligatoire, nous avons des fonds qui sont contributifs et des fonds non contributifs. Dans les fonds contributifs, c'est notamment nous les fonctionnaires, les agents publics qui contribuons. Absolument. Ouais. Il y a les travailleurs du secteur parapublic et privé qui contribuent avec les employeurs, quid des économiquement faibles. Comment va-t-on faire pour prendre en charge la maladie des économiquement faibles? À partir de ce moment, l'État a donc pensé qu'il fallait créer notamment des taxes parafiscales qui vont être affectées, des recettes affectées totalement à ce fonds. Il en est donc pour les couches les plus vulnérables qui ne peuvent pas contribuer. Donc à travers la contribution spéciale de solidarité, lorsque vous allez notamment acheter un produit aujourd'hui dans un magasin, il y a un taux de 1%. Tous les prélèvements qui sont effectués à ce titre sont versés au fonds des Gabonais économiquement faibles. Vous avez la taxe sur les transferts de fonds. Lorsque vous faites une opération de transfert de fonds pour l'extérieur. Vous avez également là un impôt qu'on appelle taxe sur les transferts de fonds. Tous les produits issus notamment de ces impôts servent à alimenter le budget des collectivités, le budget plutôt du fonds. Alors il serait correct de dire que l'impôt sert à la protection au bien du plus grand nombre? La mission même de l'impôt, c'est de servir bien le plus grand nombre. Étant rappelé, comme je l'ai indiqué, que l'impôt sert à alimenter le budget de l'État, or l'État est censé en réalité servir le plus grand nombre. Cela d'autant plus que la définition basique, l'État c'est qui? On le dit souvent, c'est nous, voilà, c'est vous, c'est moi. Donc ici c'est nous, donc c'est tout le monde. Donc en principe, l'impôt devrait par principe servir au plus grand nombre. Et c'est ça à quoi il est destiné. Alors est-ce qu'on pourrait établir une classification s'agissant de l'impôt? Y a-t-il des catégories d'impôts? La question est d'autant plus intéressante que ça permet, en fonction de la classification, à chaque contribuable de voir quel est son niveau de compréhension et appréhender en réalité l'intérêt de l'impôt. Il y a notamment une classification juridique, celle qui est faite entre impôt direct et impôt indirect. Simplement rappeler que l'impôt direct, c'est celui qui frappe directement le revenu du contribuable. Votre salaire, votre traitement, par exemple, ou le salaire d'un individu, ça va directement frapper son revenu. Ça, c'est direct. Vous avez l'autre pan, c'est la fiscalité indirecte. L'impôt indirect qui vous frappe indirectement. C'est le cas notamment de la TVA. À l'évidence, il y a celui qui est connu de l'État, qu'on appelle le redevable légal, donc celui qui paie l'impôt, notamment l'entreprise auprès de laquelle vous allez dépenser votre argent. Par exemple. Ouais, et il y a vous qui supportez en réalité la charge réelle de l'impôt, étant donné que l'impôt est incorporé dans le prix que vous achetez. Ça, c'est la première classification. La deuxième classification, c'est celle-là qui, justement, permet aux citoyens de comprendre en réalité où va l'impôt. D'accord. C'est la classification générale qui distingue les impôts d'État des impôts locaux. D'accord. La différence est dans la destination. Les impôts d'État ont pour but d'alimenter le budget de l'État, alors que les impôts locaux ont pour but d'alimenter le budget des collectivités locales. Alors, on va maintenant parler des personnes qui sont imposables. Vous parliez de revenus. On a cette question aussi d'Alfred qui se demande si les étudiants paient l'impôt. Là, justement, ce qu'il faudrait rappeler pour qu'ils comprennent mieux pourquoi les étudiants ne paient pas l'impôt, c'est d'appréhender les éléments d'établissement d'un impôt. D'accord. Parce que pour établir un impôt, on doit d'abord se poser des questions préalables. Lesquelles? Quelle est la matière imposable, à savoir sur quoi va reposer l'impôt. S'agissant du salaire d'un fonctionnaire, par exemple. S'agissant du salaire d'un fonctionnaire, sur quoi va reposer l'impôt, sur son salaire brut. Sur quoi ne va pas reposer l'impôt. Donc on exclut notamment le cas des bourses des étudiants, sur lesquels, parce que ce n'est pas un revenu permanent, ce n'est pas un revenu périodique, ce n'est pas un revenu issu notamment de la rémunération d'un travail, on va dire c'est plus une aide. Et il y a un autre élément, une fois qu'on sait sur quoi va reposer l'impôt, il faudrait qu'on se pose une autre question, celui qui paie. Alors dans ce cas, il faudrait identifier les personnes qui doivent payer l'impôt. C'est la notion de personnes imposables. Et qui dit personnes imposables voudrait dire qu'il y a certains qui ne le sont pas.
Donc une fois qu'on a identifié qui a un revenu, c'est par exemple un travailleur du secteur privé, par exemple un entrepreneur, c'est un travailleur du secteur public ou parapublic, selon un revenu. Et ce revenu, en réalité, ça voudrait dire que si c'est ça le revenu qui est imposable, à partir de ce moment, la bourse d'étudiants n'étant pas imposable, comme on l'a dit en la matière imposable, par voie de conséquence, l'étudiant ne va pas être soumis à l'impôt. Naturellement. Voilà. Donc dans l'impôt, on définit le champ d'application, la matière, les personnes sur lesquelles repose l'impôt, les personnes et la matière exclues du champ d'application de l'impôt. Et c'est sur la base de ces éléments qu'un contribuable ou un citoyen peut facilement se rendre à l'évidence compte qu'il est tenu de payer l'impôt ou non. D'accord. S'agissant du salaire des fonctionnaires, il y a énormément de questions à ce sujet. S'agissant des inconditionnels de l'entre-deux, qu'est-ce qui est imposable sur le salaire? Ce qui est imposable sur le salaire, c'est en réalité ce qu'on appelle votre rémunération brute, celle qui vous est versée, à l'exclusion notamment de certaines rémunérations. Ce qu'on entend par salaire de base? Oui, salaire de base. Voilà, solde de base. Celui-là est imposable avec certaines indemnités. Parce que le législateur a prévu ceci de particulier, c'est qu'il a estimé qu'il y a certaines allocations qui vont faire l'objet d'imposition, d'autres allocations ne vont pas faire l'objet d'imposition, notamment les allocations à caractère social ne sont pas imposées. D'accord. D'impôt sur le plateau de l'entre-deux. Pourquoi payons-nous l'impôt? C'est la question du jour et nous abordons le sujet avec Steve Marian Alili, qui est fiscaliste, juriste d'affaires, inspecteur central des impôts. Alors, monsieur Alili, parlons à présent de l'élaboration de l'impôt, du calcul aussi de l'impôt. Si je suis fonctionnaire, est-ce que je peux entreprendre de calculer cet impôt pour savoir à peu près combien d'argent seront retirés s'agissant de mon salaire? C'est possible? C'est possible à condition bien évidemment qu'on soit instruit de la démarche et des étapes à intégrer dans... C'est une démarche qui est laborieuse, fastidieuse? Fastidieuse, je dirais non. Cela dépendra justement des explications qui sont données. Cela dépend également de la capacité d'analyse. Ce que l'État essaie de faire, c'est de rendre un peu plus simple encore les calculs. Donc dans ce cadre des réformes sur l'entreprise pour simplifier encore un peu plus l'IRPP, notamment l'IRPP salarié, qui est plus complexe que les autres catégories d'IRPP. Alors que dire justement de l'élaboration de l'impôt, de quoi est fait cet impôt? Est-ce qu'on tient compte de la solde de base, du salaire des individus, en termes de pourcentage? Comment les choses... Ce qu'il faudrait déjà d'entrée relever, c'est que de toutes les impositions, notamment les impôts qui sont dans nos systèmes fiscaux, s'il y a un impôt fondamentalement qui répond aux critères de faculté contributive, à savoir tenir compte du revenu de chacun, c'est bien l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à savoir l'IRPP. Pourquoi? Parce que cet impôt est appliqué notamment aux détenteurs de revenus de façon progressive. Plus votre revenu est important, plus vous payez l'impôt. Vous voyez, ça tient compte de votre faculté contributive. En fonction de l'IRPP de base retenue, on ira à la tranche du barème dans lequel vous vous trouverez. Donc vous avez notamment des tranches de barème où c'est à 0%, notamment pour ceux-là qui, l'entièreté de leur revenu compris à 1,5 million annuellement, ceux-là en réalité sont exonérés. On ne prend qu'un impôt dessus. Lorsque vous avez plus, 5%, 10%, 15%, 20%, la dernière tranche c'est 35%. Donc plus vous gagnez, plus vous payez. C'est l'intérêt de la progressivité par tranche de ce barème de revenus. Mais pour déterminer notamment ce revenu, pour mieux l'appréhender, vous savez qu'il y a deux impôts qui frappent les traitements et salaires. Nous avons ce qu'on appelle la taxe complémentaire sur les traitements et salaires, et nous avons l'IRPP dans la catégorie des traitements et salaires. Pour ce qui est de la taxe basée sur les salaires, on prendra par exemple votre salaire de base. Pour ceux qui sont dans le privé, on va ajouter le sursalaire, les heures supplémentaires au besoin. Et comme vous pouvez le constater, même les retraités payent leur IRPP. C'est pour une raison simple, c'est qu'une fois qu'on prend votre salaire de base, qu'est-ce que l'on en fait? On déduit de ce salaire de base les cotisations CNSS pour ceux qui sont
dans le privé et le parapublic, donc les cotisations d'assurance retraite. Et pour nous qui sommes dans le public, les cotisations à la CPPF, Caisse de pension de prestations familiales. Alors vous allez nous éclairer là-dessus, les retraités ne sont plus en activité? Les retraités ne sont plus en activité, effectivement. Ils pourraient notamment s'étonner que pourquoi devons-nous toujours être relevés alors qu'on estime que pendant que nous avons travaillé plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certains, on a payé nos impôts. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'ils travaillaient, sur la rémunération brute qui leur était versée, on déduisait d'abord les cotisations d'assurance retraite, on déduisait ensuite, pour ce cas, les cotisations d'assurance maladie. Cela ne faisait pas l'objet d'imposition. Donc on estime que lorsqu'ils sont en retraite, la pension qu'ils perçoivent est un revenu. Au regard du principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, il n'y a pas de raison, par exemple, d'imposer un fonctionnaire ou un agent encore en activité qui perçoit un revenu de 200 000 et de ne pas imposer un retraité qui pose un revenu de 300 000. C'est par souci d'équité? C'est par souci d'équité. Il y a deux raisons. Par souci d'équité et par le fait que pendant qu'il travaillait, une partie de ses revenus n'était pas soumis à l'impôt. D'accord. Voilà, justement. On les déduisait de l'impôt avant, bien évidemment, de procéder au calcul de l'impôt. Donc, on déduit sur votre solde de base les cotisations sociales, CNSS, CNAM, GES, CPPF. Et après, on ajoute, au besoin, il y a des indemnités non exonérées que l'on déduit, on ajoute les avantages en nature. D'accord. Une fois que les avantages sont ajoutés, on détermine notamment votre base TCS, la taxe communautaire sur les salaires. Mais ce qu'il faudrait relever, c'est que cette base de la taxe communautaire sur les salaires, comment pouvez-vous la calculer? Une fois que l'on a trouvé votre revenu imposable, l'État a donc pensé, notamment le législateur, qu'il fallait exonérer 150 000 francs. D'accord. Donc, prenez un exemple basique, vous avez 400 000 francs, on va dire 450 000 francs de solde de base. D'accord. De revenus imposables, après déduction des cotisations, ainsi de suite, après que l'on ajoute des avantages en nature. Une fois que l'on a ajouté ces éléments, qu'est-ce que l'on fait? On enlève 150 000, puisqu'on dit 150 000, la fraction de revenus égale à 150 000 est exonérée. Donc sur les 450 000, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les 150 000. Il vous reste combien? Il reste 300 000. 300 000. Et à ces 300 000, on applique 5 %. Vous voyez qu'on n'applique pas sur les 450 000. D'accord. On exonère une partie et on applique sur 5 % sur le restant. Maintenant, cette base TCS que vous avez, puisque vous avez déjà payé la TCS, vous la payez sur le même revenu. D'accord. Pour éviter une double imposition, qu'est-ce que l'on fait? On vous permet, lorsque vous déterminez maintenant votre IRPP salarié, une fois sur la base des 450 000, vous devez déduire notamment la TCS que vous avez calculée. Les 5 % sur les 300 000 que vous avez calculé, vous les déduisez. D'accord. Une fois déduit, on estime notamment que vous également, vous avez des frais que vous engagez dans le cadre de votre vécu quotidien, ainsi de suite. Des charges. Des charges. Donc on va notamment vous concéder un abattement forfaitaire de 20 %. Lequel abattement de 25 % pour les ministres et les membres du Parlement, mais pour les autres citoyens, c'est 20 %. À ces 20 %, on le déduit notamment du premier montant déduction de la TCS. Déduction, abattement de 20 %. Une fois que l'on a fait, le montant que l'on retrouve en principe, c'est ce revenu-là qui est imposable. C'est ce revenu-là qui permet d'aller au barème progressif par tranche. Si, par exemple, c'est à 300 000, vous vérifiez dans quelle tranche de revenu vous êtes. Si c'est 300 000 fois 12, et on vérifie notamment à quel taux, en réalité, vous êtes soumis. Avec, bien évidemment, les inconnus. Mais là, il faudrait notamment un tableau pour faire un exemple pratique. Là, pourra faire l'objet, si Dieu le permet, de prochaines émissions, pour aller concrètement voir comment, justement, vous serez de nouveau sur la base, on peut liquider le plateau de l'entre-deux. Alors, parlez-nous de la mise en œuvre de certains impôts sur les particuliers et sur les ménages. Pour la mise en œuvre de ces impôts sur les particuliers et les ménages, le réflexe que tout ménage, tout particulier doit avoir, c'est d'abord de vérifier si il fait partie des personnes imposables. D'accord. Comme vous le savez, l'impôt est du domaine de la loi. C'est la loi qui prévoit l'impôt. Ce n'est pas les particuliers, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement fait simplement des propositions, des projets, soumet des projets de loi. Mais en réalité, c'est le législateur qui prévoit la loi. Donc ça voudrait dire que tout ce que vous devez payer doit être prévu par une loi. D'accord. Peu importe la nature de la loi, loi ordinaire, loi de finances, mais l'essentiel c'est que ça soit dans... Si ce n'est pas dans une loi, vous êtes en droit, notamment, de ne pas payer. Donc vous vérifiez si vous faites partie des personnes, en réalité, qui sont concernées par cet impôt. Vous vérifiez si également les revenus
la nature des biens que vous avez sont également indiquées. On va prendre un exemple simple. S'agissant de la nature des biens et des voilà. Produits imposables. Chacun de nous, on va dire, vous avez notamment des propriétés, une maison ou des maisons. J'en ai également. Dans vos maisons, vous y habitez et l'autre vous cédez à titre gratuit ou gracieux à des parents. D'accord. Moi, la mienne, je la mets en location. Cette location me génère un revenu. Est-ce que dans ce cas de figure, on va vous obliger à payer la taxe spéciale immobilière sur les loyers, par exemple? Justement. C'est une question importante. Au vu de et pourtant, nous avons les mêmes biens, la même nature dans notre pays, Monsieur Alili. Alors, il y a, s'agissant de biens immobiliers, des maisons qui sont bâties sur des parcelles. S'agissant des propriétaires de ces parcelles, il n'y a pas de titre foncier. Alors, si je n'ai pas de document officiel, si j'ai tout de même bâti quelque chose, si j'ai mis ce bien immobilier en location, suis-je tout de même sujette à payer cet impôt? C'est une question véritablement préoccupante. Préoccupante, mais simple. Simple pourquoi? Parce qu'en vertu du principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, avec du principe de l'équité, en vertu du principe de la légalité, parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'impôt qui prévoit, de la loi qui prévoit l'impôt, il n'y a pas de raison, justement, au motif que le terrain n'est pas un titre foncier, mais pourtant ce terrain qui n'a pas un titre foncier, ça génère un revenu. Pourquoi devrait-on imposer celui qui a un revenu tiré de sale maison parce qu'il a un titre foncier et ne pas imposer le voisin au motif qu'il n'a pas un titre foncier qui génère le même la même nature de revenus. Donc le terrain soit immatriculé ou non, il fait l'objet notamment d'imposition. Et cela signifie que si je vends un de ces terrains, je devrais payer l'impôt, ça fait partie d'un élément qui est imposable. C'est intéressant ce que vous dites parce que là, vous nous faites rentrer dans d'autres impôts. Vous voyez, la taxe spéciale immobilière sur le reste s'applique notamment sur les biens meubles et immeubles mis en location. Or là, vous parlez de vendre, donc vous cédez un bien. Lorsque vous cédez un bien, il y a d'autres impôts qui s'appliquent, notamment les droits d'enregistrement liés à la cession du bien. Et si c'est un bien immeuble, pour prendre le cas d'une maison ou d'un terrain, vous devrez en réalité vous acquitter, si vous cédez votre bien, s'il est à Port-Gentil, à Libreville, à Kanda ou au Vendo, vous devez, sur la valeur du bien, on applique notamment un droit de 15%. D'accord, mais le constat est que un autre impôt, bien des personnes échappent à cet impôt. D'abord, rappelez qu'un autre impôt qui pourrait s'appliquer, si ce bien que vous avez acquis, vous l'avez acquis et vous le cédez, ça peut vous générer une plus-value. La plus-value peut également être imposée à ce titre. Vous voyez qu'en fonction de l'opération qui est effectuée, parce qu'il faut d'ailleurs le rappeler aux téléspectateurs, que l'impôt s'applique en réalité sur la richesse. D'accord. Et comme on impose sur la richesse, il faudrait notamment voir à quel niveau naît cette richesse. Ça peut être à la création, ça peut être au fonctionnement, ça peut être à la cession, à la mort. Donc, quelle que soit l'étape où naît la richesse, on devrait pouvoir prélever l'impôt. D'accord. Mais que dire de ces personnes qui échappent à cet impôt? Ces personnes qui ne s'acquittent pas de l'impôt, certaines personnes n'avaient peut-être pas l'information, d'autres ont cette information et décident volontairement de ne pas s'acquitter de cette, de ce que je pourrais appeler cette formalité fort utile. Maintenant, cette obligation même, c'est même au-delà d'une formalité, c'est une obligation. Ce qu'il faudrait relever, c'est que ces personnes qui échappent à l'impôt en réalité devraient être rattrapées. Parce que ce qu'il faudrait noter à l'évidence, c'est que le but, c'est d'élargir au maximum le champ, l'assiette de l'impôt. L'élargir au maximum de personnes. Donc ceux-là qui échappent à l'impôt, on peut encore dire qu'ils sont dans un secteur que nous connaissons tous, que l'on dénomme secteur informel. Mais les activités qui sont dans l'informel n'échappent pas en réalité à l'impôt. Ils échappent à l'impôt par ignorance ou par le fait, notamment, qu'ils ne sont pas encore captés par l'administration. Que dire du commerce électronique? Nous parlons aujourd'hui de réseaux sociaux. Il y a énormément de commerce s'agissant de ce canal. Des personnes qui en ligne, on parle de boutiques en ligne, des personnes qui vendent des articles en ligne, mais tout cela échappe à votre contrôle, monsieur l'inspecteur central des impôts. Comme je l'ai indiqué,
Pour votre gouverne, je reconnais que ces activités échappent au contrôle. Mais pour qu'elles n'échappent plus au contrôle, il faudrait quoi? Il faudrait justement les fiscaliser. Il faudrait prévoir un dispositif pour justement mettre la main sur ces activités. Parce qu'à l'évidence, tant qu'on n'appréhende pas le revenu, il est difficile notamment pour l'administration de mettre notamment la main sur ces contribuables. Là, à mon sens, vous venez de poser une question qui doit ouvrir à une réflexion sur la fiscalisation notamment de l'e-commerce, de toutes les opérations réalisées, soit sous forme numérique, soit sous forme à travers les réseaux sociaux. Parce que ce que vous indiquez, c'est que si je veux échapper à l'impôt, c'est simple, je vends sur Internet, je demande que l'on me vire par telle monnaie, ou je prends rendez-vous, on me paie directement, mais l'administration n'aura nullement connaissance de ce genre d'opération. Donc tant qu'il n'y a pas un dispositif approprié, avec les moyens appropriés, tant que la réflexion n'est pas menée pour capter notamment toutes les activités qui se passent notamment sous forme numérique, il sera difficile pour l'administration d'appâter et on restera toujours, même si on veut lutter contre les activités informelles qui sont visibles, pour ce type d'activités qui sont en réalité virtuelles, il sera difficile pour l'administration de capter. Et pourtant, c'est une niche fiscale importante qui peut permettre à l'État notamment d'avoir des rentrées fiscales, lesquelles rentrées peuvent lui permettre, surtout en ces situations de difficulté, d'essayer de faire face à certaines charges qui sont les siennes. Nous allons en nous l'impôt, c'est le débat du jour. Nous abordons la question avec un spécialiste en la matière, Steve Marion Alili, juriste d'affaires, fiscaliste, inspecteur central des impôts. Abordons maintenant l'aspect du pouvoir d'achat. Quelle incidence s'agissant de l'impôt en ce qui concerne le pouvoir d'achat? Cette question, il faudrait l'aborder en fonction de la nature, notamment des impôts. Si vous prenez le cas des impôts sur le revenu, que les impôts sur le revenu frappent directement le revenu du contribuable. D'accord. Donc, si ça frappe directement le revenu du contribuable, si c'est trop élevé, à l'évidence, ça réduit son pouvoir d'achat. D'accord. Donc, sur la base de l'impôt sur le revenu, le législateur avait fait un geste il y a 4 ans de cela parce que nos tranches de revenus allaient jusqu'à 50%. Donc, on a réduit chaque tranche de 5 points, 5% de moins, ce qui justement a eu un effet direct, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Voilà, justement. Maintenant, il y a aussi également une autre incidence qui peut avoir sur le pouvoir d'achat. C'est l'incidence des impôts sur le chiffre d'affaires. D'accord. Sur le pouvoir d'achat. Le type d'impôt où le prix est incorporé notamment à l'article que vous achetez. D'accord. Cela implique de faire attention en tant que consommateur à des éléments tels que la TVA, savoir si le produit est exonéré ou si Voilà, justement. Vous voyez qu'à l'évidence, si vous vérifiez dans le cas du champ d'application, vous voyez d'abord le cas des produits qui sont ou non exonérés. Si le produit est exonéré, à l'évidence, ça ne va pas rogner votre pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'un taux ne va pas être appliqué. Pour prendre le cas de la TVA, vous avez le taux normal qui est de 18%, vous avez les deux taux réduits, 10% et 5%, vous avez un taux zéro, ça c'est pour les produits à l'export, et vous avez des produits exonérés. Vous voyez que ça a une incidence sur le prix. Un article, un produit, un bien qui est vendu, qui subit autant pour moi un taux de 18%, plutôt qu'un bien qui est exonéré, à l'évidence, l'incidence sur le prix a forcément une incidence sur le pouvoir d'achat. Donc c'est sur les taux, et c'est la raison pour laquelle existe des taux réduits, et sur l'exonération, à savoir que vous rentrez certes dans le champ d'application, le bien fait l'objet du champ d'application, mais pour des questions sociales, pour des questions économiques, on sort ce bien du champ d'application et par voie de conséquence, on augmente votre pouvoir d'achat. Il convient pour le consommateur d'être véritablement au fait de l'information, avoir la bonne information pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Oui, et c'est l'intérêt de féliciter votre émission parce que c'est à travers ces émissions que le contribuable, l'opérateur, le citoyen lambda, notamment, peut, tant bien que mal, essayer d'appréhender et faire désormais un peu plus attention. C'est la situation de ces personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA, mais qui, justement, la facturent. Au détriment, bien évidemment, du consommateur qui, lui, supporte
en réalité la charge fiscale. Alors nous allons aborder une autre question, elle aussi préoccupante, celle de la déclaration d'impôt. Parlant d'un fonctionnaire qui ne trouverait pas l'utilité de faire cette déclaration d'impôt parce qu'il a déjà des impôts prélevés directement s'agissant de son salaire. Est-ce la bonne attitude? C'est une attitude que je ne conseillerais pas pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une obligation. C'est une obligation légale. Et cette obligation légale, en réalité, comme je l'indiquais, le contribuable est astreint au respect de cette obligation légale, l'obligation déclarative. Malheureusement, il s'appuie sur l'obligation de paiement pour ne pas satisfaire à cette obligation légale. L'obligation de paiement, c'est que le paiement est effectué par un tiers, notamment son employeur, il estime que j'ai déjà rempli mon obligation. Je n'ai pas besoin de me rendre aux impôts voilà, pour retirer cette fiche. Voilà, l'idée 06, l'appel, c'est la déclaration, l'idée 06 pour aller remplir mon obligation déclarative. Il n'a rempli qu'une seule obligation, qui est l'obligation de paiement, mais pas l'obligation déclarative. La question que vous posez vaut également pour le travail du privé et du parapublic. L'intérêt, le deuxième intérêt pour lui, est-ce qu'il est possible que l'employeur ait trop prélevé? D'accord. Ça, c'est l'exception notamment que l'on prévoit, le remboursement. À savoir que la situation que vous avez au 1er janvier n'est pas celle que vous aurez au 31 décembre. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. Vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez en adopter. Donc il faut véritablement signaler tous ces changements de statut pour que l'employeur puisse l'impacter. D'accord. Si vous ne le signalez pas, il faudrait faire une déclaration, parce que si on se rend compte que l'employeur a perçu plus qu'il ne le fallait, à ce moment-là, l'État est en droit de vous rembourser l'IRPP trop perçu. Et vous nous rassurez, vous procédez bien souvent à des remboursements s'agissant de trop perçu? Effectivement, les quelques rares qui font leur déclaration, que l'on constate qu'il y a un trop perçu, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas remboursé. Alors nous allons maintenant aborder une question qui est elle également importante, celle des impôts locaux, des taxes municipales. On le dit souvent que les prélèvements sont importants. Alors que dit le fiscaliste que vous êtes? Quel regard jeter sur cette question? Déjà rappelé d'entrée qu'il y a deux personnes morales de droit public. Il y a l'État, l'État central, il y a les collectivités locales. Ces collectivités locales, pour les besoins de leur fonctionnement, de leur administration, l'État a mis en place ce qu'on appelle des impôts locaux. Il y a certains impôts locaux qui sont gérés par la Direction générale des impôts, qui est le bras séculier de l'État en la matière. D'accord. Et il y a d'autres impôts qui sont gérés par les collectivités locales elles-mêmes. Or, ces impôts qui sont gérés par les collectivités locales elles-mêmes, il faudrait que les opérateurs économiques, les contribuables sachent que une délibération d'un conseil municipal ne peut plus créer un impôt. L'impôt est exclusivement du domaine de la loi. Donc, seuls les impôts qui sont visés, notamment dans la loi de finances rectificative 2009, peuvent leur être réclamés. Cela dit, vous me donnez l'occasion de revenir sur une taxe qui, justement, fait jaser du côté d'Ovendo. C'est la fameuse taxe sur le transport de personnes et de marchandises. Là-bas, on l'appelle droit de timbre. Les voyageurs s'étonnent, notamment, qu'en est-il exactement? Ils paient leur billet et après on leur demande d'aller payer un droit de timbre, on ne sait d'où ils sont. Simplement rappeler que ce dispositif-là existe bel et bien. Il existe depuis le 2009. Il faudrait simplement rappeler le retard avec lequel la mairie d'Ovendo l'a mis en œuvre. Et fort heureusement, elle a commencé, mais le retard qu'accuse l'ensemble des mairies quasiment du pays, qui ne veulent pas en réalité prendre un impôt qui sert à alimenter leur budget. Et lorsque l'on a prévu ce dispositif, ce n'est pas grand-chose, de 500 000 francs, simplement pour permettre d'alimenter le budget des collectivités locales. Là, à l'évidence, il faudrait impérativement que ça soit prévu. Mais ce qu'il faudrait rappeler à l'endroit des opérateurs économiques, c'est le fait générateur. Parce qu'on nous dit que la taxe est payable à l'embarquement. Ça veut dire quoi? Que si j'achète mon billet, que je ne voyage pas, en principe, on ne doit pas me réclamer cette taxe. D'accord. Puisque le fait générateur, c'est à l'embarquement. Il faudrait que j'embarque ma marchandise et moi-même. Donc, si je vais faire passer mes bagages par train marchandises, par exemple,
Quand j'arrive, une fois que je pèse, je vais payer, puisque là, c'est à l'embarquement. D'accord. Voilà. On a la même préoccupation pour la taxe de séjour. C'est la taxe qui est prélevée, notamment lorsqu'on séjourne dans un hôtel. Donc, ce n'est pas parce que j'ai réservé, par exemple, des chambres que cette taxe-là est déjà due. Elle n'est due que parce que j'ai séjourné. Donc, simplement rappeler aux opérateurs de faire attention à la date, au fait générateur, celui qui rend obligatoire, notamment, le prélèvement sur leurs revenus. Alors, nous avons une question de Wilfried qui parle de la patente. Il demande si la patente porte sur le revenu ou sur l'activité. Voilà, ça également, il faut le relever. La patente, en réalité, est un impôt qui frappe les activités professionnelles. D'accord. Donc, vous pouvez être une entreprise et avoir 2 activités patentables. Prends le cas d'un salon de coiffure qui fait la coiffure, ça c'est une activité, mais qui vend en même temps des produits cosmétiques, ça c'est une autre activité. Donc, cette personne-là, si il n'y a pas de dispositif qui évite qu'il y ait cumul, cette personne peut être amenée à payer 2 patentes. Donc, la patente ne s'applique pas sur l'entreprise, même si c'est l'entreprise qui la paie, sur l'opérateur, même si c'est l'opérateur qui la paie, mais concerne les activités professionnelles réalisées par cet opérateur. Alors, nous allons vous poser une dernière question avant le mot de la fin. Nous avons un téléspectateur qui vous demande si on retire l'impôt au personnel licencié dans une liquidation d'entreprise. Ça, c'est la problématique qui se pose concernant les impositions à la fin du contrat de travail. D'accord. Le versement des indemnités de services rendus. À l'évidence, lorsqu'il y a licenciement, lorsqu'il y a démission, lorsqu'il y a départ volontaire, lorsqu'il y a licenciement, en principe, la personne ne peut pas. Lorsqu'il y a la démission de votre prophète, vous payez. Lorsque, justement, vous faites l'objet d'un plan social, en réalité, il y a un dispositif qui est également prévu. Dans la question qui doit être réglée, il me semble qu'elle est en train d'être, c'est celle qui concerne les indemnités. Il y a une expression qui m'échappe. Des indemnités en cas de liquidation. Si ça fait l'objet d'un plan social, en principe, c'est intégré. D'accord. Voilà. Alors, nous allons donc vous donner l'opportunité du mot de la fin. Que retenir de cette question? Pourquoi payons-nous l'impôt en 30 secondes, les éléments essentiels? Pourquoi payons-nous l'impôt? Nous payons l'impôt pour permettre à l'État d'avoir suffisamment de ressources afin de satisfaire aux missions qui sont les siennes, missions de santé, d'éducation, de construction d'infrastructures collectives. Nous payons l'impôt pour la solidarité à l'endroit d'autres citoyens qui n'ont pas le moyen de le faire afin que leur prise en charge sociale, leur prise en charge médicale puisse être faite. Voilà les raisons pour lesquelles nous payons l'impôt. Et en définitive, nous payons l'impôt parce que l'impôt est un outil de développement économique et social. Merci d'avoir été des nôtres sur le plateau de l'Entre-deux. Vous avez grandement contribué à l'édification des inconditionnels de l'Entre-deux. Vous nous avez apporté l'information, la bonne information sur comment payer le juste impôt et pourquoi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Steve Marion Alili, qui est juriste d'affaires, fiscaliste, inspecteur central des impôts. Merci infiniment une fois de plus, monsieur l'inspecteur central des impôts. Nous espérons vous retrouver très prochainement sur nos antennes et dans le cadre de l'Entre-deux. Nous allons maintenant vous